Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin après une semaine de repos. Petite séance, nouvelle séance de Loin mais ensemble avec une super nana encore, Adèle Amar, qui est coach vocal. Coucou Carole. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on va chanter ce matin. Adèle est là. Elle va apparaître dans quelques instants, je pense. Adèle, est-ce que c'est bon pour toi? Adèle, je viens de t'envoyer une demande. Ça devrait marcher dans quelques instants. Abracadabra, voilà. Ça va? Comment vas-tu? Bah ça va, je suis un peu stressée, hein, mais ça va. Ça va bien se passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les commentaires. Voilà, je désactive les commentaires. Comme ça, on n'est que toutes les deux. Ça va bien se passer. Est-ce que tu sais pourquoi ça résonne? Pourquoi je m'entends? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut que je prenne un casque ou est-ce que tu crois que c'est mieux? Essaie. Et monte ton son peut-être aussi une fois. Ah, essayer de connecter ça. La connexion n'est pas super top. C'est chez moi ou chez toi? Adèle, est-ce que tu m'entends? Ça y est, tu t'animes. Ça Ça résonne va. encore? C'est bon? Bah, moi ça va. C'est bon Toi, et dis-moi. je m'entends plus deux fois là, donc c'est bien. Ok. C'est beaucoup mieux, merci. Bon, bah, c'est Parce que m'entendre une fois, ça suffit. Deux, bien. ça commence à faire beaucoup. Je me saoule toute seule. Merci Adèle, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. Hein. C'est super Je suis super chouette. contente. Super chouette. Je voudrais que tu me parles de toi. Donc, la seule chose que j'ai dit pour l'instant, c'est que tu es coach vocal. Quel est exactement ton métier? Et surtout, tu peux nous raconter toute ton histoire justement personnelle autour du chant. Vous avez 4 heures devant vous. Allez. On va essayer de faire court. Oui, donc je suis coach vocal, alors, prof de chant au départ. C'est vrai que je dis un petit peu les deux. Alors, j'ai plus de mal avec ce terme-là parce que je trouve que ça crée une espèce de hiérarchie entre le professeur, les élèves. C'est pour ça coach, je trouve ça plus simple pour moi. Donc je suis chanteuse à la base, pianiste aussi. Moi, j'ai démarré la musique très jeune et très simplement en fait parce que ma maman est pianiste professionnelle. Ma grand-mère est violoncelliste professionnelle. J'enlève le bout d'oreille parce que ça tape dessus. Donc c'était assez normal de démarrer le piano à 6 ans avec ma mère comme professeure. Après, bon, j'ai fait des écoles de musique, j'ai fait le conservatoire d'Orléans, le conservatoire de Tours, le conservatoire de Paris, enfin, voilà, truc, totalement classique, normal. Je me suis pas posé beaucoup de questions. Et j'aurais dû m'en poser un peu plus. C'est pour ça que forcément, ça résonne avec ma façon de transmettre aujourd'hui. J'ai pas. Il y a un moment où en fait ma voix m'a fait comprendre que bah, là, fallait que je me pose les bonnes questions. Pourquoi je suis là? Est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que j'aime vraiment la musique que je travaille? Est-ce que j'aime vraiment toute cette pression? Parce qu'il faut savoir que le, le conservatoire, alors ça paraît assez élitiste comme ça, on se dit oh là là, le conservatoire, mais en fait tout le monde peut aller au conservatoire, c'est pas cher, enfin, voilà, ça n'a rien d'incroyable. Mais il y a énormément de pression, il faut, en plus le chant lyrique, parce que moi je fais du chant lyrique, il faut chanter le plus fort possible, le plus aigu possible, il faut que ça s'entende le plus loin possible, le plus longtemps possible. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de pression.
Et au niveau de l'enseignement que j'ai reçu, alors pas tous les professeurs, mais très peu de professeurs ont été, se sont intéressés en fait à leurs élèves dans voilà, qui on est vraiment, est-ce que si ça marche pas vocalement, est-ce qu'il y a une raison, enfin s'intéresser en fait un petit peu à nous, parce que la voix c'est quand même voilà, c'est quand même un truc, c'est notre identité, tout comme nos empreintes digitales ou n'importe quoi, donc c'est vraiment nous. Et voilà, il n'y avait pas de cas par cas, c'était voilà, si ça marche pas, c'est que c'est toi qui, voilà, personne se remettait en question. Enfin voilà, c'était assez lourd. Alors, j'ai vécu de très bons moments hein, parce que bah, on a fait des productions, on a fait des spectacles, on a fait avec les collègues et les autres élèves, voilà, je me suis éclatée. Mais il y a un moment, ma voix, elle a plus fonctionné en fait. Ah, carrément. Bah, en fait, il y avait des moments où c'était génial, ouais. où ça marchait super bien. Et puis tout d'un coup, je pouvais arriver à une répétition, et des fois même à un concert. Terminé. Et c'était terminé. Et donc, j'ai dû me demander pourquoi. Donc, au départ, forcément, j'ai cru que c'était technique. Donc, j'ai rajouté de la technique dessus, des coups de technique dessus. C'est que je fais pas assez comme ça. C'est que je mets pas ma voix assez au bon endroit. C'est que je pousse pas assez dans... Voilà, enfin, vraiment... Non, c'est pas ça, parce que ta voix savait. Tu savais faire. Ouais. Donc, c'était pas ça. Il y a un côté émotionnel. C'était pas ça. C'est l'émotion, Ouais, ça. exactement. Ouais. C'était vraiment ça. Et c'est une prof que j'ai rencontrée, donc pour le coup, au Conservatoire de Paris, qui m'a dit mais toi, ça marche, en fait. C'est dans ta tête. Et en fait, je l'avais remarqué à certains concerts, parce que pour que ma voix revienne, il fallait que je chante un truc dans les coulisses, un truc facile que j'aimais bien, et paf, la voix revenait tout de suite. Donc, et ça, mais après des années à me dire que c'était la technique qui n'allait pas, à changer de professeur, à changer de façon d'enseigner, parce que j'ai eu des profs qui me disaient de chanter en bâillant, des profs qui me disaient de chanter par le nez, des profs qui me disaient de chanter en remontant le souffle comme ça, d'autres en poussant le souffle. Enfin, je suis perdue, au secours. Voilà, vraiment, j'ai fait la totale et rien ne réglait le problème. Donc, c'était vraiment dans ma tête. Et il y avait une incidence aussi de la vie. Il y a tout qui remonte. Pas souvent entre 20 et 30 ans, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est aussi avec les gens que tu vois, que tu accompagnes. Mais entre 20 et 30 ans, il y a il y a un raz-de-marée quand même qui peut se passer avec beaucoup de choses qui remontent. Et voilà, je crois que c'est ce qui s'était passé vraiment complètement. C'est tout le long, c'est pas qu'avant 30 ans. Ok, cool. Ce serait pas drôle sinon. Super, bon, d'accord. Bon, il y en aura encore alors. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Donc, voilà, la première étape, ça a été ça, et j'ai dû voilà, aller chercher un petit peu ce qui m'avait dérangé. Et puis, bon, bah, moi, j'ai une enfance un petit peu particulière. J'ai un petit frère qui est autiste et qui ne parle pas. Donc, déjà, il a fallu que je me penche sur cette enfance-là avec un frère qui ne parlait pas, que j'ai essayé de faire parler. Toute mon enfance, j'ai essayé de le faire parler, j'ai essayé de le faire respirer. J'entendais que les autistes souvent se mettaient en apnée. Alors, je mettais mes mains sur son ventre pour le faire respirer. Enfin, j'ai tout. Voilà, c'était mon premier élève, on va dire. Mais ça n'a pas marché, hélas. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'il a fallu que j'ai vécu, quoi. Et que j'apprenne à aimer chanter aussi, ce qui n'était absolument pas le cas. Ça paraît fou, mais j'ai chanté pendant 10 ans sans aimer ça du tout. Ouais, ça ne me surprend pas. Bah, tu as suivi finalement l'injonction familiale d'une certaine manière, dans un premier temps. C'était pas ton choix personnel. Non, c'était normal. C'était normal. Tu rentrais dans le moule. Après, il y avait les faits aussi. Alors, ce qui se passe souvent, c'est peut-être plus pour les chanteurs que pour des instrumentistes, encore, je sais pas. Mais en fait, moi, je m'amusais toute mon enfance. Je me suis beaucoup amusée avec ma voix. Je m'enregistrais sur des cassettes et je faisais des fausses émissions de radio où j'imitais toutes sortes d'animaux, de personnages. Tous les personnages avaient leur voix, ils avaient même leurs chansons. J'inventais des chansons à tous les personnages. Enfin, c'est tout un monde. Donc c'était vraiment mon truc. Et en fait, le chant, c'est arrivé parce qu'un jour, j'ai dit à ma mère, dis, tu veux pas m'accompagner sur un truc, je vais le faire avec ma voix d'opéra. Et donc, parce que j'avais la voix d'opéra, c'était Madame Belle-Tête, le personnage de radio qui avait la voix d'opéra, c'était Madame Belle-Tête. Et du coup, j'ai fait ce truc-là et elle m'a dit, bah, tu fasses quelque chose. Et là, il y a un truc qui vient quand on se dit, ah, bah, j'ai un don, c'est génial. Enfin, voilà, il y a tout un monde qui s'ouvre parce qu'avoir une voix d'opéra à 12 ans, c'était pas. Donc c'était génial en même temps, mais c'était pas pour les bonnes raisons en fait. C'était pas parce que j'aimais la musique et le chant, c'est parce que j'ai cru que j'allais en faire un truc génial, mais c'était pas le chemin en lui-même me parlait pas, me faisait pas rêver plus que ça quoi. Oui, c'était un hasard. C'est un hasard finalement qui t'a mis sur cette voie-là. Ouais. C'est un délire avec ta maman dans un premier temps,
Ouais. C'est ça, qui s'est transformé en métier. Mais oui, c'est marrant que tu me racontes ça parce que pareil, j'ai fait 10 ans de piano, donc je connais bien le truc aussi. Sauf que je voulais pas de faire de piano, moi. Moi, je voulais faire du violon ou de la flûte traversière. Et c'est beaucoup plus facile à transporter en plus. Ouais, tu m'étonnes. Beaucoup plus facile. Parce qu'un piano, sous le bras, c'est pas simple. Mais c'est pour ça que le piano, au bout d'un moment, quand tu fais quelque chose, tu fais parce que tu es un bon petit soldat, mais au bout d'un moment, putain, ça vibre pas, quoi. Enfin, il y a un truc qui bloque par rapport à ça et c'est stop. Mais toi, pourtant, tu as continué. Mais là, ta voix, à un moment donné, tu as signalé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, ça a été plein de petites choses. Donc, déjà, il y a cette professeure du Conservatoire de Paris qui m'a beaucoup aidé à chercher. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé énormément, alors comme on en avait discuté, mais sur le côté, en fait, j'ai commencé à pas mal faire de méditation en fait pour arriver à couper déjà mon cerveau de ce à quoi ça me renvoyait systématiquement de faire une note. Parce que, alors il y avait toutes les histoires de tessiture. Il faut savoir que quand on fait de l'opéra, il y a plusieurs tessitures. Donc si on est alto, on doit chanter tel répertoire. Si on est soprano, tel répertoire. Dans les sopranos, il y a plusieurs types de sopranos. On ne peut pas faire de la musique médiévale et chanter en même temps la Traviata de Verdi. C'est pas les mêmes voix. Et du coup, il y avait tout le temps des espèces de barrières dans ma tête qui faisait que dès que je faisais un son, parce que moi je suis passée par toutes les tessitures, hein. J'ai commencé alto, j'ai fini soprano coloratura, j'ai tout fait parce qu'on savait pas, ou alors j'avais une voix large. Donc à chaque fois que je faisais une note, c'était est-ce qu'elle est bien faite, est-ce que c'est pour la bonne tessiture, est-ce que le morceau que je travaille c'est le bon répertoire, et du coup c'est le bon répertoire, et alors je travaille tous les airs de ce personnage. Enfin, dès que je faisais un son, c'était comme ça. Donc il a fallu que je me canalise et que j'arrive à chanter en étant complètement bloquée sur l'instant où j'étais, voilà, je suis chez moi en train de chanter, les oiseaux chantent, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'extrapoler. Et ça m'a vraiment aidé. Donc en fait, je commençais à chanter. Dès que ça m'envahissait, je me recentrais pendant quelques secondes. J'essayais de tout oublier, de me mettre sur un fil, ouais, rien avant, rien après, clac comme ça. Et je recommençais. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Et ce qui était dingue, c'est qu'il y avait des moments où ma voix ne fonctionnait pas, ou sur une note ou un aigu. Je faisais ça, et paf, la voix sortait. Parce qu'il y avait des choses qui se lâchaient. Et donc là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de la technique à rajouter, il y avait de la technique à enlever. Que ça fonctionne. Je m'étais formatée aussi bien vocalement que dans ma tête et qu'il fallait que je fasse le ménage, quoi. Donc ça a été vraiment, retirer tous ces petits tiroirs dans lesquels on veut se mettre en permanence aussi. Ouais, arrêter le mental, quoi, comme tu l'as très bien dit. Ouais. Ça marche beaucoup mieux. Tout marche beaucoup mieux. C'est clair. C'est vrai que la chose qui est compliquée, c'est que contrairement à, je sais pas, la danse ou quelque chose même avec le corps, mais le corps, on se voit pas toute la journée, on n'a pas un miroir en permanence devant nous. La voix, en fait, dès qu'on fait un son, on s'entend immédiatement. Donc, il y a l'ego, là, et le juge, il est là tout de suite. C'est très difficile d'en sortir. On peut rentrer dans une espèce de truc sans fin. C'est très intéressant en même temps. C'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir assisté comme ça, parce que ça m'a ouvert des trucs incroyables. Donc, ça vaut le coup de pousser un peu le bouchon. Carrément, tu as bien fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu enseignes, quand tu coaches, pardon, quand tu coaches, tu utilises toutes ces méthodes-là. Tu fais faire de la méditation à tes élèves? Oui. Déjà, je vois, dès qu'ils commencent à partir, enfin, moi, je connais tous les trucs, tous les yeux qui font ça, enfin, toutes les mimiques où on voit que le mental, il arrive, je les connais. Donc, je les attrape, je dis, non, donc on fait tout ça, on fait de la méditation, j'ai une méditation parce que sur la chaîne YouTube que j'ai fait une méditation que mes élèves, du coup, ils l'aiment bien, ça les détend. Un truc qui a marché pour moi vraiment bien au début. Et oui, on fait aussi des sons sans juger, juste sortir des sons, juste faire pousser des cris, juste voilà, pouvoir à un moment donné être dans sa voix et pas dans le résultat. Donc, je pense que c'est la base. Et après, par-dessus, évidemment, moi, j'ai toute une hotte pleine d'outils techniques monstrueux, donc j'en ai besoin, je m'en sers. Mais la base, c'est d'avoir le corps en fait qui est totalement disponible, l'instant, tout pour que la voix. Alors, ce que j'utilise souvent comme terme, c'est qu'il faut que la voix, elle arrive sans qu'elle apparaisse toute seule comme ça au milieu du corps. Il faut pas la pousser, il faut pas l'attraper, il faut pas, voilà. Et qu'elle résonne sans toucher les bords. Je veux dire, c'est très bizarre. Mais sans toucher les bords, c'est que voilà, faut la sentir nulle part. En fait, il y a un truc
qui doit nous dépasser un petit peu. Donc, il faut vraiment lâcher prise totalement. Est-ce que les personnes que tu as en coaching, ce sont des personnes qui chantent déjà bien et qui veulent progresser, ou tu as aussi, mais vraiment des genre, putain, la catastrophe et il faut que tu en fasses quelque chose d'à peu près pas mal. T'as quoi tout. Ah oui. J'ai tout. Et c'est super d'avoir tout parce que du coup, ce qui va marcher sur un élève qui est comme ça va aussi faire des miracles des fois sur quelqu'un qui chante très bien mais qui doit revenir à ses bases. Donc, non, j'ai de tout. J'ai des retraités qui ont toujours voulu chanter, qui se lancent en c'est génial. J'ai quelques jeunes, j'ai quelques pros, j'ai un rappeur, j'ai un mec qui fait de la chanson aussi, j'avais un chanteur de métal aussi l'année dernière, j'ai un mec qui fait de la chanson, enfin voilà, j'ai aussi des pros comme ça, et puis j'ai des gens j'ai même des gens qui prennent des cours de chant assez ardos à côté en mode lyrique, voilà, qui viennent en plus avec moi, et j'en ai deux comme ça qui sont venus dire voilà, moi je viens ici parce que je voudrais me faire plaisir en chantant. Alors, ils ont déjà leur cours, leur école et tout. Ils viennent là pour se faire plaisir en chantant. Donc ça, c'est cool. Non, j'ai vraiment tout. Alors, il y a des gens qui chantent un peu faux, qui veulent apprendre à chanter plus. Attends, ça bloque. Ça bug. Ça bug. Tu m'entends, Adèle? Moi, je t'entends, mais je te vois plus. Ça, c'est bon? J'ai l'impression. Je sais pas pourquoi ça déconne. Tu m'entends bien? Ah, c'est intervenu normal. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que vraiment, c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, ça rejoint une question que j'allais te poser. Est-ce qu'on peut progresser en chant? Est-ce que n'importe qui peut progresser en chant? Ah oui. Vraiment, n'importe qui peut chanter, même la personne qui chante le plus faux du monde. En plus, c'est très rare de chanter faux, il faut savoir. Souvent, on croit qu'on chante faux, mais c'est qu'en fait, on chante une chanson qui est trop haute ou trop grave pour nous, qui ne correspond pas du tout à notre tessiture. Du coup, on se fixe dessus sur une note, la seule qui sort à ce moment-là, et on pense qu'on chante faux. Mais il suffit juste d'être sur le bon et sur la bonne chanson. Mais, d'accord, donc chanter faux, c'est une vue de l'esprit. Pour la plupart. Alors, j'ai déjà eu une personne qui chantait vraiment faux et qui en plus était musicienne, donc qui avait normalement les oreilles qui fonctionnaient, mais là, il y avait un vrai problème. On a progressé, hein, mais c'est vrai que c'est... on fait moins ce qu'on veut dans ce genre de cas. Mais surtout, les gens que j'ai accompagnés, vraiment, il y a eu une seule personne. Okay. Et il y en a eu plein qui m'ont dit qu'ils venaient pour chanter faux, mais une seule qui chantait vraiment faux. C'est quand même rare. Mais c'est quoi alors? Une personne qui chante faux, ça vient de l'oreille principalement? Ou il y a vraiment un souci au niveau des cordes vocales et où c'est quand même beaucoup lié à l'oreille? Il peut y avoir différentes choses. Alors, des fois, il y a un problème au niveau du larynx. Donc, le larynx, c'est où il y a les cordes vocales. Si la personne, elle est tendance stressée et qu'elle a tendance à avoir le larynx très haut, elle va avoir tendance à chanter tout le temps trop haut parce que le son va partir de très haut à chaque fois. Donc, il peut y avoir un problème mécanique comme ça. Et des fois, un problème d'oreille. C'est-à-dire, la personne ne peut pas reproduire le son qu'elle entend. Que ce soit à la voix ou au piano, ça ne marche pas. Donc là, il faut vraiment chercher à ajuster, refaire un son, répéter, pour qu'au bout d'un moment, il y ait un vrai lien entre ce qui sort d'ici, ce qui est ici. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va progresser en chant? C'est beaucoup une question de respiration. Ça va passer par quoi? Je pense qu'il y a pléthore de choses sur lesquelles il faut progresser, mais en quelques lignes, c'est quoi les grandes lignes, c'est quoi? Déjà, chaque personne a son mode d'emploi personnel. Il va y avoir plein... Ça dépend. Ça dépend vraiment de chacun. On va dire, suivant les types de personnes. Les gens qui vont être, donc, comme j'ai dit juste avant, tendance stressée, tendue, etc. Donc là, il va y avoir évidemment un énorme travail de respiration, de détente au niveau du corps, de lâcher le ventre, de lâcher les tensions. Les gens qui vont, au contraire, des fois, il y a des gens qui sont ils sont un peu trop comme ça, là, il va falloir vraiment travailler la tonicité, travailler aussi au niveau des émotions, partir sur quelque chose de waouh, d'être tout le temps un petit peu comme ça. Donc là, il va falloir ajuster l'énergie. Après, il y a la pratique.
Il y a des gens, faire des tonnes de vocalises tous les jours, ça va les faire progresser. Il y en a, ça va les faire galérer. Il y en a, ils vont devoir plutôt travailler mentalement pour lâcher le corps et faire que après, quand ils chantent à petite dose, ça fonctionne. Il y a vraiment plein de façons. En tout cas, le truc qui est évident pour tout le monde, c'est que même s'il faut travailler sa voix régulièrement, il faut jamais que ce soit difficile. C'est pas ah ben, là je galère et je vais le faire encore plus et puis ça va finir par. Non, ça marchera pas. Il faut toujours que ce soit facile. C'est le seul truc pour ce. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les personnes que j'accompagne le plus autonomes possible. C'est ça, c'est que le seul truc, c'est qu'il faut toujours que ce soit facile. Donc si la voix elle est facile, si ça résonne bien, c'est que c'est bon, je peux continuer à travailler dans ce sens-là. Si ça marche pas, soit je trouve le truc pour que ça marche, soit j'arrête et je vais faire autre chose et je retente le lendemain ou 3 heures après. Mais en fait, c'est apprendre à vraiment s'écouter. Ce qu'on n'apprend pas du tout au conservatoire. On n'apprend pas du tout à s'écouter. Donc, ah oui, mais le conservatoire, c'est pas du tout, oui, c'est pas là pour ça. Non, non, c'est moi qui non, je l'ai connu aussi, non. Pas du tout, non. Mais en termes de... En fait, finalement, le chant doit rester un plaisir. Quand tu dis que ça doit rester facile, c'est que finalement, ça doit rester dans la zone de plaisir. Oui. Toujours. Il faut passer par ça, même quand ça marche pas. Alors, c'est pas facile parce que quand ça marche pas, on s'agace, on s'énerve, on pète un plomb, on est là genre on peut plus, pourquoi? Mais et en fait, faut revenir, faut chanter. Par exemple, si le morceau il marche pas, passer sur un autre morceau qu'on aime bien et on s'éclate avec et danser avec. Et moi, il y avait un prof qui, quand j'ai commencé à avoir la voix qui se bloquait, il me faisait danser avec le pupitre dans la salle, quoi. Et ça marchait. Mais ça marchait. Tout d'un coup, ça se lâchait, ça lâchait la voix, ça lâchait, ça marchait. Donc, il faut vraiment repasser sur un répertoire qui nous fait plaisir et qui est facile, quoi. De tout le temps se dire, parce qu'au conservatoire, on apprend, ce morceau-là, tu as galéré 2 mois dessus, ça y est, ça marche, super. Maintenant, tu vas tenter le morceau d'après, encore plus difficile pour regalérer 2 mois dessus, etc., etc. Donc, il n'y a jamais d'étape, en fait, où on s'éclate. Sauf si vraiment on a une voix hyper facile et qu'en fait, à la base, au départ, et j'en ai rencontré à Paris des gens comme ça, généralement, ceux qui font des grosses carrières, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à supporter ça parce qu'ils ont une base en fait de plaisir où en fait ils s'éclatent quoi, au départ, au tout départ. Mais en fait c'est assez rare parce qu'il faut tenir le choc dans ce genre de cursus. Mais, même Céline Dion craquait. Même Céline craquait une fois. Et après, non mais c'est alors c'est bon. Ce que je trouve génial dans le chant, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, c'est que on manque cruellement, et en tous les cas, moi personnellement, je manque cruellement d'art en ce moment. On est privé d'art. Alors effectivement, on peut regarder quand même quelques séries, quelques films sur notre télé ou ordinateur, mais ça limite quand même énormément. On n'a plus accès aux musées, on n'a plus accès aux concerts, festivals, ça devient un peu compliqué. Le fait de chanter, on peut tous chanter finalement. On peut tous chanter dans son coin, dans son salon. Et ça procure quand même déjà beaucoup de bien. Ça apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de détente. Qu'on ait la super pêche ou qu'on soit plutôt un peu déprimé ou pas très bien. La musique, le chant fait du bien. Oui. On est d'accord. En quoi pour toi, c'est un lien, le chant a un lien avec l'art justement? Quelle est cette part d'art dans le chant pour toi? Alors, il y a différents. Enfin, moi, ce que je trouve merveilleux avec le chant et d'autres instruments aussi, c'est déjà, vu que c'est nous l'instrument, il y a quelque chose d'assez magique, quoi. Donc, comme si c'était illimité, qu'on pouvait tout faire, on peut faire tous les sons qu'on veut, on peut faire tous les cris qu'on veut, on peut faire des tonnes de. On peut s'éclater totalement. Il n'y a pas ce truc, connaître où est la touche sur l'instrument ou comment être sur la bonne note au bon moment. Alors, pour la petite histoire, au niveau de l'art et du chant en général, donc, c'est sur mon compte, j'ai fait une IGTV là-dessus. Alors, après, c'est pas mal d'hypothèses. C'est dans un livre que j'ai lu, d'ailleurs, j'en parlerai après, où en fait, on remonte un petit peu aux origines de l'art. Et donc, le premier truc qui
saute aux yeux des gens quand on parle de ça. Souvent, c'est les peintures dans les grottes, l'art rupestre. Donc, c'est un truc très, très émouvant hein, quand on les voit, parce que c'est quand même nos ancêtres, le premier vraiment. Et puis, il y avait de vrais artistes. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait reconnaître les paléontologues. Ils disaient, bah, lui, c'est le même qui a peint dans cette grotte et dans l'autre. Ils ont leurs pattes, ils ont leur façon de peindre. C'était vraiment des artistes. Et on le sait d'autant plus que quand ils allaient peindre dans le fond des grottes, en fait, c'était généralement ils allaient assez loin et c'était une expédition. C'était pas juste le hasard, ils devaient amener le matériel pour peindre, les couleurs, etc., pour pouvoir vraiment se mettre dans un trip. Hein, voilà, c'était sérieux. Et on s'est aperçu souvent que bah, dans le fond de ces grottes, ça résonnait aussi beaucoup. Donc, il y a des hypothèses qui sont venues dire que bah, potentiellement, en plus de peindre, enchantés. C'est un grand mot, mais en fait, bon, on peut dire qu'ils expérimentaient l'écho, qu'ils devaient faire des choses en plus avec leur voix, que ça faisait partie probablement du même rituel, donc ce serait arrivé à ce moment-là. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que donc c'est arrivé plus au moment de l'Homo erectus, et en fait, à ce moment-là, on avait un cerveau qui était tout petit, qui avait la taille d'un cerveau de bébé. Et du coup, on réagissait surtout à quoi? Bah, aux besoins primaires, manger, boire, et puis aux émotions, comme un bébé qui... voilà, juste des émotions assez basiques. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à peindre, que potentiellement, on a commencé aussi à expérimenter le chant au fond des grottes. Donc, et sûrement, même, je dis ça, mais probablement que c'était même là avant les peintures, je pense, parce qu'il y avait besoin de rien, juste de matériel. Donc, je pense que très vite, on a découvert l'écho et on s'est amusé avec ça. Et donc, je pense que c'est une des bases vraiment de l'art continué jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour la petite anecdote. Après, voilà, c'est des hypothèses qui sont soulevées parce qu'il y a évidemment des tonnes de choses qu'on ne peut absolument pas vérifier sur ces époques-là. Mais en tout cas, je trouve ça assez chouette. Ça me plaît bien. Comment a évolué justement le chant au fil des temps et des siècles? Parce que finalement, de tout temps, tout le monde chante. Bah comme la danse aussi, enfin la musique aussi avec des instruments, mais moi je l'ai pas mal vu du coup parce que vu que je me suis spécialisée assez vite en musique ancienne, donc musique ancienne en musique classique, on dit musique classique, mais en fait il y a musique classique, il y a musique romantique, musique baroque, la musique de la Renaissance, la musique du Moyen Âge, donc moi je me suis plus spécialisée en musique baroque, mais on avait des masterclass où on partait encore plus en avant. Et en fait, comme la danse, les gens, je ne vais pas parler du Moyen-Âge, un peu, peut-être pas non plus, tout le monde connaissait des chorégraphies. S'il y avait un marché, tout le monde connaissait les pas de danse, tout le monde pouvait se mettre à danser. Et pareil avec la musique, il y avait des mecs dans les rues qui sortaient des partitions en fait. Et tout le monde savait lire les partitions à ce moment-là. Tout le monde pouvait, comme on achète un petit bouquin ou un journal, pouvait acheter la partition et puis relire le truc et puis chanter le truc dans la rue, quoi. C'était un mal, c'était génial, quoi. Donc, c'était vraiment un truc totalement naturel, comme aller acheter son journal ou sa baguette. On allait, voilà, puis on chantait dans la rue. Et évidemment, au fur et à mesure, ça s'est perdu. Déjà, la lecture de la musique s'est perdue parce qu'on en a fait comme je disais pour le conservatoire, on en fait un truc élitiste. Alors, moi, je ne considère pas que la lecture de la musique, ce soit élitiste. C'est comme... Voilà, c'est une langue, c'est un truc qu'on est... Et puis c'est universel, en fait. On a quasiment, pas tous, mais on a quasiment le monde entier la même écriture de la musique, quoi. Donc, quand même, ça permet de faire de la musique avec n'importe qui dans le monde. Donc, ça, c'est assez génial. Et puis, bon, voilà, après, c'est devenu... métier, un truc d'artiste, et puis il y a des gens qui sont artistes comme ça, puis il y a des gens qui ne font jamais de musique de leur vie parce qu'ils sont dans un truc professionnel beaucoup plus... Voilà, ça s'est perdu. Mais bon, voilà, on y revient vachement, moi je trouve maintenant, quand il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire de la musique, de chanter. Moi je le vois avec les retraités, c'est ça qui est un peu désolant, c'est qu'ils arrivent à 60, 70 ans, toute ma vie, j'ai voulu et je n'ai pas pu. Et le truc tout le temps, c'est, mais vu que je ne savais pas lire la musique, je me suis dit, et le chant, on n'est pas obligé de savoir lire la musique pour chanter. Il n'y a pas besoin de ça. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien nous montrer quelques exercices à faire pour progresser en voix? Parce qu'en plus, alors j'ai quand même une question à te poser. C'est une question existentielle que je me pose depuis un moment.
qu'est-ce compte plus que nous, les Québécois? Est-ce que non, mais sérieusement. Non, mais c'est quoi? C'est le froid? Il faut qu'il fasse -30, -40 pour qu'on ait une belle voix? Non, mais tu as quand même remarqué que les Québécois, en moyenne, ils ont des voix exceptionnelles. Non, mais il y a un nid quand même là-bas. Il y a un nid, les mecs, ils se reproduisent entre eux, ils ont des voix exceptionnelles. Non, mais c'est vrai. Et alors, je me suis demandé si c'était pas le climat. C'est quoi? Ou alors, je sais pas, ils sachent plus facilement. Alors, ça part tout seul. C'est un côté américain, tu vois. C'est le côté américain, on y va. Mais peut-être, oui, mais ils ont le côté là quand même. Les Canadiens, les Québécois, ils ont le côté américain, oui, un peu plus cool. Bah ça joue aussi. Non, en fait, c'est pas le climat. Alors, c'est marrant que tu prennes l'exemple des Québécois parce que du coup, c'est intéressant. Il y a, suivant la langue qu'on parle, on n'a pas la voix qui est placée au même endroit. Déjà, rien que la différence entre un anglais et un américain, ce ne sera pas placé exactement. Les Américains, ça va sonner beaucoup plus. Et encore, suivant les accents, hein, qu'on soit au Texas ou à New York, c'est pas la même chose. Mais on va avoir la voix qui va se placer à différents endroits. Les pays, l'Italie par exemple, ou même le sud de la France, la voix aussi va être beaucoup plus chantante, va monter aussi plus, va résonner plus. La plupart des langues asiatiques aussi, elles vont être très timbrées. Il y a plein, le russe, pour le coup, ça va être beaucoup plus profond, beaucoup plus dans la gorge, beaucoup plus grave comme voix. Donc, il y a tout un différents types de placement de voix suivant la langue qu'on parle. Et en français, on n'a pas énormément de chance. On a une langue hyper plate. On n'a pas d'accent tonique, il n'y a pas vraiment de rythme. Et alors, ce qui est très intéressant, tu me parles du Québec. Donc, vu que j'ai étudié ça aussi dans mon cursus en musique ancienne, on a appris à chanter en vieux français. Oui. En vieux français. Et en fait, le vieux français ressemble énormément au québécois. Oui. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, on parlait comme ça. Oui, exact. En fait, c'était les rois de France. C'est la cour de France qui parlait comme les Québécois. Sauf que eux l'ont conservé. Et nous, pour faire genre... Hop. Alors, il paraît que c'est comme le R qu'on a commencé quand on a commencé à gracier le R. Il paraît que c'était une mode aussi, ça, à la base. Au départ, on roulait les R, on a continué. D'ailleurs, j'ai une voisine en face qui roule encore les R, donc il y en a encore. Et du coup, voilà, servir le truc, c'est fou. Et du coup, voilà, donc potentiellement, les Français qui sont partis, qui ont traversé l'Atlantique, eux, ils ont conservé cette façon de parler. Je pense qu'en plus, hein, la proximité après avec les États-Unis, et puis parce qu'il y a quand même quelque chose de très proche au niveau de la place de la voix. Enfin, il y a eu tout un micmac comme ça, qui font qu'ils ont gardé ce placement génial du français que nous. Mais bon, c'est pas perdu. Mais c'est vrai que même nos voyelles sont très plates. Par exemple, le A français, il est hyper plat, il est hyper difficile. Alors qu'un A italien, il va être ah, enfin, ça va beaucoup plus sonner, quoi. Mais voilà, c'est différent. C'est ça, c'est différent. Donc nous sommes plats. Ça, c'est nous sommes plats. Une voix plate, elle est chiante ta voix. Elle est chiante. T'as une langue plate. On s'ennuie avec ta langue. Ah putain. Et qu'est-ce que je vais dire? Du coup, alors comment en tant que Français, avec notre voix plate, est-ce qu'on peut progresser? Comment est-ce qu'on peut faire pour progresser au mieux? Alors, il y a tout un travail sur la place des voyelles, du coup, évidemment, parce qu'on va avoir tendance à chanter énormément les voyelles dans la bouche et à se couper de toutes les résonances, en fait, de nos résonateurs, qui ne sont pas sollicités quand on parle. En plus, comme je le dis, dans le sud de la France, l'accent du sud, il est plus sonné déjà, hein, et c'est plus chantant, ça déroule plus. Même au niveau du souffle, hein, il y a quelque chose qui avance. Mais il va falloir vraiment travailler la place des voyelles. Et pour travailler la place des voyelles, en fait, il faut arriver à se couper de sa bouche. C'est-à-dire, il faut réussir, il faut pas faire A, E, I, O, U dans la bouche, mais A, E, I, O, U. Pour que le son, en fait, vu qu'il peut pas le faire dans la bouche, et il va trouver un autre endroit où se faire. Et c'est là qu'il va commencer à monter, et du coup, en résonnant, plus fort, plus puissant, plus perçant. Donc, il y a tout un travail avec les voyelles, et puis on parle toute la journée, comme avec la voix dans notre bouche, donc il faut faire remonter tout ça, quoi. D'accord. Ça, c'est une des bases, vraiment, pour que ça résonne avec notre langue plate. Ça, je vais m'en souvenir. Ouais. Ouais.
On a vraiment tout pour plaire. Alors, tu proposes d'ailleurs en IGTV aussi une petite méthode où tu inspires, expires, inspires. Non, c'est inspire, expiration, inspire, phonation. Alors, ouais. cet exercice-là amène à quoi? C'est quoi l'objectif? Cet exercice, c'est aussi pour se couper, encore une fois, la tête. Pour simplement se remettre que quand on chante, on expire. Donc, c'est pas la peine de faire 1000 choses, 1000 placements, genre 1000 serrages, 1000 contractions pour produire un son, alors qu'en fait, c'est juste les cordes vocales qui vont s'accoler, mais nous, on n'a rien à serrer. Donc, c'est vraiment sentir que y a rien de différent. Alors, évidemment, quand on est en train de chanter un morceau très difficile ou faire des grosses notes, il va falloir faire un peu plus que ça. Mais la base, ça doit être ça. C'est d'arriver à éliminer toutes les tensions et les micro-tensions qui peuvent arriver discrètement là, au moment de l'attaque du son. D'accord. Donc, c'est vraiment pour retrouver ça. Et puis, pour retrouver aussi la détente de la respiration, garder cette détente dans le chant. Alors, est-ce que tu peux nous montrer justement cet exercice pour que les gens à leur écran puissent le tester? D'accord, ok. Allons-y. Non, moi, j'observe, moi. Je suis attentive. On peut alors, soit par le nez, soit par la bouche. Ce qui est pas mal, c'est peut-être d'inspirer par la bouche. Comme ça, on garde la bouche ouverte et ça évite déjà d'avoir le fait de rouvrir la bouche parce que des fois, rien que ça fait faire d'autres choses en même temps. Donc, il suffit d'inspirer normalement. Donc, déjà, il faut bien s'installer, être bien détendu. Respirer un petit moment totalement naturellement. On inspire. On expire, on inspire, on expire, et puis tout d'un coup, on va faire un son, et n'importe lequel. Donc pareil, il ne faut pas le préparer. C'est pas je vais faire telle hauteur, il faut que j'entende la note avant, je prépare ma voyelle. Non, j'inspire. Et je l'arrête. Et je réinspire, je refais un cycle, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et j'expire. Et donc là, je reviens à l'image que je t'ai dit au début, mais de sentir que le son ne touche pas les bords. C'est-à-dire qu'il apparaît, mais on le sent nulle part. Comme quand on respire, on le sent nulle part. Et donc, une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, on peut après, quand on est vraiment détendu, qu'on a bien lâché la tête, changer de voyelle, changer de hauteur, l'adapter aussi pour que ce soit un peu plus technique. Mais la base, c'est vraiment juste ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire le matin au réveil? Petite séance, la petite routine, on fait une petite séance de yoga, tac, 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 quelques pompes, hop, et c'est reparti. Mais qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour justement échauffer sa voix pour la journée et pour pouvoir chanter à tue-tête dans sa voiture, par exemple, ou dans son salon, sans se bousiller les cordes vocales, justement, pour progresser un tout petit peu, en tous les cas. En gros, c'est quoi la routine du matin? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, j'ai pas de routine, un truc fixe, genre tous les matins. Pendant quelques temps, je l'avais, et puis ça m'a aidé, mais c'était vraiment pour le coup très technique, pour des trucs très spéciaux. Mais il n'y a pas de... Déjà, il faut bien se poser peut-être juste pour se remettre en conscience avec sa respiration. Déjà, juste ça, respirer, se sentir respirer, se sentir présent si on doit chanter à un moment. Alors, je sais pas si tu parles pour chanter, comme tu as dit, dans sa voiture, en partant au boulot, ou si c'est vraiment, si après on doit vraiment travailler sa voix, est-ce que c'est une routine à faire? Mais moi, il y a un truc qui marche bien, c'est danser, mettre de la musique et danser. Voilà, ça fait du bien. Et chanter tout, et chanter n'importe quoi. Maintenant, vraiment de faire un truc et de me lâcher avec la musique. Ça, je suis très bonne. Ça réveille le corps, ça réveille la voix, ça met le sourire, ça réveille le cœur, ça ouvre. Et puis après, même pousser des cris de joie ou mais se mettre dans un état, pas un super état, quoi. Pas un état de... Non. Lâcher sa voix. Et puis s'accoutumer dès le matin à s'entendre fort, à s'entendre faire des sons forts. Parce que c'est ça aussi des fois qui freine, c'est qu'on s'entend, tout d'un coup on s'entend. Bah non, tu pousses quelques cris le matin, c'est bon. Hein. Après, ça... Ah oui, alors, attends. Pousser des cris le matin. Des cris de joie. Sans les chauffer. Ah ouais, des cris de joie. Si c'est vraiment... Alors, si t'es là dans le contrôle, genre je vais pousser un cri, donc tu vas te faire mal. Mais si c'est juste
Juste ça ne fera jamais mal. Hein. Je vois très très bien faire ça le matin. Mon café. Oui, bah, essaye. C'est même... finir à Sainte-Anne, hein, c'est sûr. Ah oui, bah, après, il faut accepter les relations changent. C'est pas grave, on s'en fout. Oh là là. Putain, amusons-nous, merde. C'est trop chier. Exactement. Mais je te dis ça vraiment, si tu passes par là, si tu passes par l'émotion, l'émotion comme ça de joie, on ne peut pas se faire mal. Si on se fait mal, c'est quand on... C'est clair. Donc, si t'es vraiment... Et puis, alors ça marche, surtout quand t'es déprimé. Ah, moi, parce que tu passes par l'émotion qui a rien à foutre là, tu la chopes, et puis après, elle va rester. Hein. Ah bah oui. Bah oui, oui. Ah oui. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le sais certainement, mais quand on est déprimé, il faut justement mettre des musiques tristes et chanter des musiques tristes. Tant qu'à faire, après tu vas encore moins bien, après c'est reparti. C'est vrai, et ça marche bien. J'ai déjà essayé, ça marche très très bien. Ça marche Ça live, non. Non, mais voilà, après, puis après tu veux bosser, bon, ça va, et hop. Allez, c'est reparti. c'est reparti comme en 40. Mais oui, faut pas lâcher. Oh punaise, j'adore. Mais oui, moi, je vais le mettre. Voilà, mais carrément. Et alors, pour revenir, hein, du coup, je fais ma relou avec ça, mais quand on fait ça par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, la place des voyelles, là, je peux te dire que ton coup, il est pas dans ta bouche. Hein. Là, il résonne hyper. En fait, on a tout. C'est juste que quand on se prend trop la tête, ça marche pas. Mais en fait, tout est là. Et le wouhou, le pump it up, il est top. Il est top. Pour autant, la respiration. Alors, juste explique-moi par rapport à la respiration quand on chante. Il faut plutôt, au moment de l'expire, rentrer le ventre et engager le transverse. C'est ça qu'il faut faire. C'est quoi? C'est une respiration plutôt comment quand on chante? C'est une respiration thoracique, une respiration ventrale? Elle est comment, la respiration? Alors, moi, j'aime bien réveiller. Tu me dis, bah, aucun des deux, en fait, ma petite. Non. Du coup, t'es complètement à côté. Là, complètement à côté de la plaque. C'est pas grave. Non, pas du tout. En fait, moi, j'aime bien. Je réveille les différentes respirations. Donc, respiration abdominale. L'image, moi, je prends l'image de la petite balle dans le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Après, en mettant les mains sur les côtes, on essaie de respirer sous les mains. Après, ici, pour vraiment la respiration très haute claviculaire, donc, histoire de réveiller, qu'il n'y ait rien qui soit figé. D'accord. Mais après, la respiration qui nous intéresse, entre guillemets, c'est la respiration abdominale, mais pas parce qu'il faut absolument gonfler le ventre à fond à l'inspire et rentrer le ventre à fond à l'expire, simplement parce que c'est la respiration de détente et la respiration quand on dort. Et il faut être dans cette détente-là. Il n'y a pas besoin d'y avoir de grands mouvements de respiration, surtout à l'expiration, de rentrer le ventre comme, ou même de... Alors, il ne faut surtout pas contracter au niveau des abdominaux, parce qu'en fait, dès qu'il y a une contraction quelque part, elle va se répercuter ici. C'est quasiment... D'ailleurs, quand on fait du sport et qu'on est en train de faire ses abdos, assez rapidement, on peut serrer au niveau de la gorge. Donc, c'est très vite, il va y avoir un vrai lien entre une contraction musculaire ailleurs et la gorge. Donc, c'est... trouver vraiment de la souplesse, habiter vraiment le bassin, imaginer la zone du bassin comme un espace très vaste, lâcher totalement le ventre, détendre, masser la zone du plexus pour que tout ça ce soit un peu chamallow et qu'à l'intérieur, le souffle puisse vivre vraiment bien. Alors, souvent, on parle de soutenir la voix. Le soutien, tout ça, c'est ce qu'on apprend. Mais je trouve ce qui est très mauvais dans cette image, c'est qu'on a l'impression qu'on a notre voix et qu'il faut que notre corps, en respirant, notre ventre, notre soutien, entre guillemets, il soit collé à notre voix et que du coup, ça fonctionne vraiment en bloc. Alors qu'en fait, il faut avoir le corps détendu, disponible, la respiration basse, relâchée. Et à partir de cette base, la voix, elle fait sa vie. Elle chante toute seule. Il ne faut pas avoir envie de « Ah, ben, je vais faire une note aiguë, je vais engager mon ventre comme ça. » Non, parce que là, c'est de la tension. Il faut vraiment... en fait, le corps, il est là. C'est un peu schizophrène ce que je raconte, mais le corps, il est là, détendu, et avoir l'impression que la voix, elle est... Alors, j'en ai discuté avec mon prof de yoga et ami, on est en train de préparer un stage d'ailleurs autour de ça.
il m'a mis le truc de désattacher la voix, parce qu'il m'a dit que c'était aussi quelque chose en méditation qui travaillait pas mal, de se désattacher. Et du coup, voilà, c'est l'impression de désattacher la voix du corps, comme ça, elle touche pas les bords. En plus, j'arrête avec cette image, mais ça me parle alors. Donc, ça, elle touche pas les bords. Et du coup, elle est totalement libre. Et le corps, il soutient, mais dans le sens où, en fait, bah, il est dispo, quoi. C'est plus dispo et détendu. Donc, tu vois, il n'y a pas de gros trucs à faire. C'est toujours pareil, en fait. C'est de la détente. Ça, je l'ignorais. Je pensais justement au contraire que tout le corps devait se mobiliser pour sortir la voix. Alors que se mobiliser, justement, si tu passes par l'émotion. Par exemple, dans le belting ou même dans le métal, parce que j'avais un élève pendant un an qui faisait du métal en cours, lui, il avait besoin. C'est quoi ça? Oui, oui, c'était pas du heavy metal, c'était vraiment chant saturé. Et là, c'est parce que j'adore le heavy metal, donc j'aurais bien aimé avoir des grosses notes. Non. Et lui, il me disait, pour pas se faire mal, bah en fait, il fallait qu'il soit en colère, quoi. Fallait qu'il soit dans son truc et du coup, il se faisait pas mal parce que bah, le corps était mobilisé par l'émotion, par l'énergie dont il avait besoin à ce moment-là, mais pas par une espèce de truc totalement désincarné où je crie en haut, je contracte en bas et en fait, il y a rien de vivant là-dedans et ça marche pas en fait parce que ça marche ensemble, quoi. C'est connecté par quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Bien sûr. Alors, le rappeur, ça se passe comment dans un corps de rappeur? Le rappeur, c'est pas frustrant pour moi, mais j'ai pas pu, on n'a pas bossé. Lui, il voulait rajouter du chant dans son rap. Donc, je lui ai fait travailler sa voix de chant. En fait. Je lui ai pas fait travailler son texte. En tout cas, pas encore. Il m'a pas encore D'accord. Le texte. Donc, je n'ai pas rappé. Mais alors, j'ai eu, par contre, c'est l'anecdote, mais c'est toujours rigolo. J'ai eu quelqu'un pendant 6 mois qui est venu parce qu'il faisait du kendo, donc un art martial où à un moment, un geste comme ça et on pousse un cri. Oui, le kiai. Le kiai qu'on utilise dans beaucoup d'arts martiaux d'ailleurs. Oui. Et en fait, il se faisait mal en poussant ce cri. Donc, il est venu pour pouvoir pousser ce cri sans se faire mal. Donc, il est resté 6 mois pour ça. Dragon Ball. Donc, c'était marrant parce que du coup, il y avait un travail sur la voix parlée aussi qu'on a trouvé, sur la saturation de la voix, sur plein de trucs comme ça. Mais c'était bon, et puis après, je voulais le garder plus longtemps, je lui ai proposé qu'on chante et là, il a fui. Il voulait pas. Il veut juste son kiai, c'est tout. C'est déjà pas mal en même temps. C'est un art. Ouais, c'est bien. Moi, je connaissais pas du tout, je trouve ça génial. Ah ouais, non, mais c'est génial. Ouais, c'est un truc. Et c'est vrai que c'est hyper puissant. Donc c'est fou. Par la voix, par le souffle, ce qui peut sortir, c'est assez dingue. Mais lui, il se faisait mal, et vu qu'il se faisait mal, il se mettait la pression là-dessus, et du coup, il n'était plus du tout, je pense, dans cette espèce d'énergie qu'il faut avoir à ce moment-là, qu'il faut libérer. Oui. Il était dans, oh là, je vais me faire mal, oh là, voilà. Et du coup, il était déjà hyper tendu avant de sortir le son. Donc, c'est bon. Ah oui. Ça va pas. Non. Je confirme, ça passe pas. Est-ce que tu veux bien maintenant? Est-ce que tu accepterais de chanter un petit peu pour nous? Ben oui, je veux bien. Alors, j'ai un petit chant. Alors, c'est un chant en hébreu que je connais depuis très longtemps. Et je pense que je vais me planter dans quelques paroles, mais bon, voilà. Ce serait sympa parce que c'est très joli. Ah oui. Vu qu'en fait, ça a l'air improvisé, mais ça ne l'est pas. Tu me l'as demandé tout à l'heure. J'ai oublié de le dire, j'ai écrit très rapidement une mini-grille pour faire quelques accords au piano. Mais alors, moi, je suis pas du tout... je suis en train de me mettre à la graphie et aux grilles et au côté plus actuel. Donc, je vais sûrement faire un peu n'importe quoi, mais je trouve ça plus fun de m'accompagner. Donc, très bien. Je pensais que je te balance. Ça me va très bien. Du coup, voilà. Bon, c'est très court, hein, mais c'est assez joli. Encore. Non, mais tu sais, ça, premier live, c'est la première fois que je vais chanter une chanson en live. J'adore. Regarde, on est là toutes les deux. On est bien là, toutes les deux. Là, je t'écoute. En plus, je vois des cœurs, donc c'est que voilà, il y a encore plus de pression. Mais non, il n'y a personne. Il y a personne. Ils sont là, mais ils ne sont pas là.
Alors, tu me diras si le piano, tu l'entends bien? Bravo, C'est un peu n'importe quoi, mais bon, il est très joli. C'est Mahavalère, si vous voulez l'écouter. C'est quoi, redis? Excuse-moi, j'ai coupé. Mahavalère. Mahavalère. Super. Oui, Zaghi Avarèche. Oui, oui. D'accord. Super. Merci. Bah non, avec plaisir. Bon, alors là, vraiment, je t'aurais tout fait. Hein. J'adore. Je lance les commentaires. Je réactive les commentaires. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose. S'il y a des questions à poser à Adèle. Et c'est un chant que tu connais depuis toujours Non, ça, je l'avais appris au début, en fait, au conservatoire. On avait dû ramener des chants comme ça du monde qu'on aimait ou qu'on connaissait. Puis quelqu'un avait ramené ça, donc j'en avais appris plusieurs. Après, j'en ai appris d'autres avec le temps, parce que mon papa, il est juif marocain, et du coup, voilà, forcément à la maison, il y avait cette musique-là. Mais pour le coup, ça date de l'atelier, la première année au conservatoire. Avec, voilà, on était 4 et les 4 personnes, il y en a, sur les 4, on est 3, on est toujours amis depuis 15 ans. C'est devenu voilà, mon meilleur et ma meilleure amie, tous les deux. C'est génial. Super. Ouais. Bon, Armand, que je connaissais pas, que c'est la première fois que je vois apparaître. Juste bravo à vous deux, c'est formidable. Je m'en vais m'entraîner à rouler les R. On fait les tigresses ce soir. Ouais. Vibration du cœur. Ah, ben voilà. Alors ça, donc voilà, je viens de dire mon et ma meilleure amie, et ben c'est ma meilleure amie. Voilà. Alors enchantée, meilleure amie. C'est ça. Carole, très intéressant ce qu'elle dit là. Vous en avez un peu parlé, mais en tant qu'enseignant, on n'est malheureusement pas formé pour prendre soin de notre voix. Y a-t-il un ou des exercices à faire avant d'entrer en cours? Alors, justement, on est content de vous voir. Non? Moi, mon compagnon est enseignant et donc je côtoie des tonnes d'enseignants et j'ai 4 de ses collègues en élèves. Et effectivement, il y en a, j'ai encore dit élèves, donc je n'ai pas encore trouvé le mot pour remplacer ça, que j'accompagne, qui ont eu des gros problèmes de voix, ouais, de fatigue. Voilà. Et puis alors là, en plus, avec le masque, ouais. Autant dire qu'il faut pousser 2 fois plus, alors qu'en fait, il ne faudrait pas justement travailler la résonance de la voix pour pas avoir besoin de pousser. Moi, entre 2 classes, c'est pas évident, mais les petits cris de joie pour libérer la voix avant d'y aller, ça fait du bien, hein, et ça libère. Après, c'est un travail sur la tonicité aussi des consonnes pour projeter la voix plus facilement sans que ce soit ici que ça se passe. Au niveau du diaphragme, c'est voilà, travailler vraiment la tonicité et la résonance et la place des voyelles parce que, comme je dis, alors le masque pour ça, à expérimenter pendant que vous l'avez là en cours. J'ai donné quelques cours avec, donc je sais, il faut pas sentir sa voix ou trop de souffle entre le masque et la bouche. Ça veut dire que le son il est trop descendu au niveau de la bouche. Donc de travailler des voyelles, des ouh, oh, ah, et de sentir que ça part d'ici, ça part pas du masque. Et normalement,
vous sentirez vachement moins de projection d'air entre le masque et la bouche. Enfin, moi, voilà, ce que j'ai remarqué, généralement, quand c'est bien placé, ça circule pas trop entre la bouche et le masque. Mais bon, après, voilà, c'est au cas par cas aussi. Ça dépend vachement des gens. Mais oui, c'est un... Typiquement, je pense que Carole prend la voiture, par exemple, pour aller enseigner, pour aller en cours. Et du coup, donc ça va passer par quoi? Des A, O, I, O, U, c'est ça? Oui, pousser de libérer des voyelles sur le souffle. Donc, A, I, faire des sirènes comme ça, avoir vraiment l'impression que ça circule. On peut aussi travailler, comme j'ai dit, sur les consonnes, donc pour tonifier à fond au niveau de la bouche ici, pour que ça projette. Des poux et des coups, par exemple des pouh. Donc de faire que la consonne, en fait, ici, elle est tonique et elle balance la voyelle vers l'arrière, vers la résonance. C'est pas pouh dans la pièce, mais pouh à l'intérieur ou pouh avec le K à l'intérieur, vraiment de sentir, en fait, j'utilise souvent l'arc, donc le tir à l'arc, donc il y a vraiment cette idée que pour envoyer la flèche, il y a d'abord besoin de ce geste-là. Donc c'est important du coup de sentir que ça résonne et qu'après ça va dans la pièce. Mais ça ne peut pas aller dans la pièce tout de suite, sinon on se fait mal. Donc ça peut être ça. Oui, et aussi qu'elle puisse, qu'elle chante aussi tout simplement peut-être. Oui, de chanter avec la radio, tout ça, mais en se faisant plaisir, pas en se disant oh là, je chante faux, c'est une horreur. On s'en fout. En se faisant vraiment plaisir. Mais moi je fais de l'accompagnement, on voit vraiment juste parler et en disant des textes, la déclamation aussi, lire un texte. Je sais pas, n'importe une phrase, hein, mais en lisant un texte qu'on connaît pas, c'est pas mal. Et au lieu de lire, je sais pas, il était une fois, tout simplement, on va faire il était une fois et on allonge les voyelles. Ça a l'air un peu folle dingue encore, mais on a l'habitude. Et ça permet de parler en étant entre le parler et le chanter. Donc c'est un bon. C'est un bon type, ça aussi. Ouais. Très bien. Bon, malheureusement, l'heure passe. On est obligé de s'arrêter, mais dommage, parce que c'était top. Et on apprend plein de choses, j'adore. Merci d'avoir accepté, Adèle, mon invitation, encore une fois, vraiment. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Et puis, je vous encourage à suivre Adèle, et qui donne pas mal aussi de tips dans des assez courts IGTV, mais qui sont assez efficaces, comme ton exercice que j'ai vu tout à l'heure, de serrer la mâchoire et lâcher à la fin, là, pour détendre le cou. Enfin, il y a plein de petits exercices, donc allez-y, suivez Adèle. Et puis, on se tient au courant. Peut-être qu'on pourra refaire un autre live prochainement s'il y a des questions qui apparaissent. Merci beaucoup. Merci. Je t'embrasse, Adèle. Bonne continuation à toi. Continue à chanter et à nous faire rêver. C'est formidable. Merci. Bonne journée à toi et à tout le monde. Ciao. Ciao.